La fusée Starship de SpaceX est envolée jusque dans l'espace pour sa 3e tentative. Le vol d'essai sans équipage a décollé le matin du jeudi 14 mars dernier depuis la Starbase de SpaceX à Boca Chica au Texas. L'étage supérieur de 50 mètres de haut, rappelons-le, de la méga-fusée s'est séparé avec succès de son étage inférieur de propulsion avant de s'élancer direction l'espace. Mais le retour sur Terre s'est avéré, lui, un tout petit peu plus critique, malgré une résistance à la chaleur impressionnante lors de sa réentrée dans l'atmosphère. Starship n'a pas survécu à cette étape cruciale et n'a donc pas pu amérir dans l'océan. Pour rappel, c'est ce vaisseau qui doit transporter des humains vers la Lune pour le compte de la NASA en 2026. A priori, une date qui a déjà été reportée une première fois. Une bonne nouvelle tout de même, au cours de sa traversée de l'espace, le vaisseau Starship a testé une nouvelle manœuvre qui consistait à transférer 11 tonnes d'oxygène liquide froid entre 2 réservoirs intérieurs, un système de transfert qui sera indispensable lors du voyage vers la Lune programmé par la NASA. En résumé, une journée plutôt réussie, si l'on en croit la déclaration officielle de l'entreprise. Autre actualité, la start-up toulousaine Zefalto se prépare pour son tout premier vol habité. Un vol stratosphérique à bord d'un ballon pour une expérience touristique hors norme à 25 km d'altitude. L'opération se déroulera depuis le circuit automobile de Nogaro, dans le Gers. À son bord, 2 pilotes d'essai, dont le fondateur de Zefalto, Vincent Faré-Dastier. La date exacte n'est pas encore fixée, en attendant notamment un meilleur créneau météorologique. Et alors, si ce vol réussit, bien l'entreprise pourra mettre en branle ses vols touristiques. La nacelle pourra embarquer jusqu'à 6 passagers pour un ticket d'entrée autour de 120 000 € par personne. Dernière actualité, la 4e édition de l'exercice militaire spatial Astérix vient de se dérouler à Toulouse. Un exercice d'envergure auquel a pu assister en tant qu'observateur Jean-Daniel Testé, président d'Agena Space et consultant en sécurité dans l'espace. Bonjour Jean-Daniel, bienvenue dans Smart Space. Quel était l'objectif principal de cet exercice d'envergure ? Il y a plusieurs objectifs, bien entendu, puisque c'est un exercice, comme vous l'avez dit, d'envergure, Cécilia. Je dirais que si aujourd'hui je devais en sortir un en particulier, c'est un objectif international. C'est-à-dire que pour chaque année, il y avait des participants de nombreux pays alliés qui participaient, mais cette année, c'était vraiment un record, on en avait plus d'une quinzaine. Donc, c'était un gros challenge d'internationaliser à ce niveau-là cet exercice. Et c'était vraiment une réussite. Quel était le scénario global cette année ? Je sais qu'il y a peut-être plusieurs scénarios, mais il y a quand même une ligne générale qui s'est dessinée. Alors la ligne, je dirais, qui est toujours la même, c'est la préservation des capacités spatiales des pays alliés dans le cadre d'une crise terrestre, puisque c'est bien logique, et je l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a pas de crise spatiale sans crise terrestre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un contexte qui se passe sur la Terre, des événements, une crise géopolitique, et dans ce cadre-là, les moyens spatiaux sont utilisés en soutien. Et on l'a déjà dit aussi à plusieurs reprises au sein de votre antenne, le spatial est un soutien essentiel aux opérations, que ce soit pour le renseignement, que ce soit pour les télécommunications, et bien entendu la navigation et la synchronisation des événements. Donc le soutien spatial est indispensable, et donc il faut le protéger, il faut le préserver. Et bien entendu, si l'adversaire est conscient de notre besoin en soutien spatial, il a tendance à essayer de nous supprimer, soit brouiller les télécommunications, soit perturber les signaux GNSS, que ce soit le LEO, que ce soit le GPS, en tout cas ce qu'on utilise, soit empêcher les satellites d'observation ou d'écoute de faire le recueil d'informations au-dessus de la zone de crise. Donc dans ce scénario global, qui est une continuité entre un scénario conventionnel aéroterrestre, on va dire, et puis ce qui se passe dans l'espace, il y a toute une série d'événements. Alors, de mémoire, au sein d'Astérix 2024, il y en a plus d'une vingtaine, 23 d'événements de toute nature, parmi tout ce que je viens de citer, c'est-à-dire du brouillage de télécommunications, de l'illumination de satellites d'observation, du brouillage de LEO, de GPS, et aussi des actions dans l'espace pour aller intimider nos satellites et faire peser une menace directement dans l'espace sur nos satellites qui rendent tous ces services pour nous intimider et éventuellement, si la manœuvre va jusqu'à son terme, essayer de faire cesser le service qui nous rendent.
Donc un scénario très compliqué, très complexe, comme j'ai dit tout à l'heure, avec en soutien une participation de beaucoup de pays alliés, donc une communauté internationale très consciente de ses besoins. Vous pouvez nous donner quelques exemples peut-être de ces partenaires qui ont participé? On compte quoi? Des acteurs privés, des institutions, d'autres agences spatiales? Non, très bien, vous avez raison de me rappeler, il n'y a pas que des acteurs. Quand j'ai cité les acteurs internationaux, c'est essentiellement des services homologues au commandement de l'espace. C'est-à-dire soit des Space Force, soit des bureaux espace, soit carrément aussi des commandements de l'espace des pays alliés comme les Américains, les Allemands, les Britanniques. Donc il y a un peu de tout. Mais j'avais oublié de citer aussi, parce que c'est très important, et en particulier pour Astérix, la participation de tout un panel de services industriels, puisque nos industriels ont en orbite des capacités qui sont que l'on dit duales, c'est-à-dire à vocation civile et militaire, dont l'objet, la mission, peut nous aider à compenser éventuellement une perte dans un domaine et dans un autre. Donc cette participation industrielle est essentielle et fait complètement partie depuis le début des exercices de la série des exercices Astérix. Est-ce qu'on pourrait dire que l'exercice a été une réussite? Est-ce qu'à la fin, il y avait un échec possible dans cet exercice-là des équipes du commandement de l'espace? L'exercice est tellement complexe que des sources d'échecs, il y en a un peu partout. Alors, vous dire que tout a été parfait, même si c'était le commandement de l'espace qui en parlait, vous direz non, il y a toujours des petits bugs. Mais globalement, c'est une réussite. Enfin, c'est une réussite, je dirais, quand on voit les enjeux que j'ai détaillés au début de l'interview, pour moi, c'est une réussite phénoménale. Et si je peux donner une petite touche personnelle, parce que je suis des Astérix depuis quasiment le début, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la maturité des opérateurs. Au tout début, il y a 4 ans, lorsque le premier fait, c'était la découverte, donc effectivement, il y avait un peu de balbutiement. Quand les opérateurs pris sur leur métier étaient interrogés sur ce qu'ils faisaient, il n'y avait pas beaucoup d'assurance, il y avait quelques doutes, ils regardaient toujours, ils jetaient toujours un coup d'œil vers leur chef pour vérifier qu'ils ne disaient pas de bêtises, etc. Là, ce que j'ai vu, c'est une prise de compétence vraiment manifeste et une assurance de tous ces opérateurs qui a vraiment grandi par rapport à l'exercice de 2021. Et puis j'imagine que le contexte actuel, vous avez parlé de contexte tout à l'heure, n'était pas sans raisonner dans cet exercice. Au même moment, il y a eu une situation géopolitique assez intense entre notamment Emmanuel Macron et le président Vladimir Poutine par échange indirect. Est-ce que ça, c'était assez palpable pendant cet exercice-là? Est-ce que ça résonnait directement sur ce conflit en Ukraine? Directement, je ne pense pas, parce que le président a placé le débat dans un autre contexte. Le spatial, forcément, est en background de toute crise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais en fait, les discussions et puis les prises de position du président vis-à-vis de la Russie, elles étaient indépendantes et c'est normal aussi. Donc l'exercice n'avait pas à en tenir compte, puisque l'exercice était dans un scénario, je dirais fictif, mais pas tant que ça, mais globalement dans un scénario qui était complètement indépendant de la situation. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'au quotidien aujourd'hui, on retrouve des morceaux du scénario Astérix. Typiquement, j'ai parlé des brouillages des télécommunications, des brouillages des signaux GNSS, Galileo, GPS. C'est du quotidien. Vous regardez aujourd'hui des compagnies aériennes qui continuent à faire des vols réguliers dans les pays baltes, vers les pays baltes et au-dessus des pays baltes. Ils remontent quasiment tous les jours des pertes de signaux de navigation qui sont dues à des brouillages réalisés par les Russes depuis le sol. Merci beaucoup Jean-Daniel Testé. On comprend l'importance de cet exercice qui fait figure d'entraînement pour préparer notre commandement de l'espace aux situations à venir. Jean-Daniel Testé, je rappelle que vous êtes président d'Agena Space et consultant en sécurité dans l'espace. On enchaîne quant à nous avec notre talk tout de suite sur Bismart.